en Afrique, au Gabon, et même ailleurs, hein, avec la crise du corona, on se rend bien compte que le recueil de l'information n'est pas fiable. Alors, nous commençons par les méthodologies d'enquête. C'est une approche pour vous permettre de mieux recueillir l'information. Et cette information-là étant bien recueillie, cela vous permet naturellement de procéder à une bonne analyse de données. Parce que si d'entrée de jeu, les données recueillies sont fausses, les informations sont fausses, après traitement, les résultats sont naturellement faux. C'est une conséquence évidente. D'accord? Alors, en matière de méthodologie d'enquête, on commence par la définition des objectifs. Hein, nous allons voir, c'était l'objet du cours d'hier normalement, la définition des objectifs, la détermination des échantillons, les différentes formes d'enquête, etc., etc. Alors, la définition des objectifs. Tout travail scientifique commence naturellement par la détermination des objectifs. Il faut bien déterminer l'objectif. Alors, il est dit, dans la plupart des cas, l'enquête par sondage est une voie de recherche très efficace pour obtenir des informations. C'est l'outil le plus utilisé pour les méthodes quantitatives comme qualitatives. Mais pour être fiable et efficace, cet instrument doit être mené avec précaution. Il est donc nécessaire de déterminer l'objectif de l'étude avant de définir sa mise en œuvre. À cet égard, plusieurs étapes sont envisagées. La première phase d'une étude consiste à définir précisément le problème qui doit être traité. Afin de tirer le meilleur profit des résultats de l'étude, il est indispensable de savoir ce que l'on recherche. Connaître les données dont on a besoin permet de concevoir un instrument capable de les produire. C'est donc grâce à la détermination préalable de l'objectif de l'enquête que des moyens appropriés pourront être définis. Effectivement, vous ne pouvez pas faire un travail scientifique si au préalable, vous ne définissez pas l'objectif, vous ne dites pas ce que vous cherchez concrètement ou ce que vous pensez pouvoir trouver, c'est-à-dire des hypothèses. Par exemple, on dit le courant vient de la Chine. C'est une hypothèse. Ah, ok. Maintenant, il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Comment démontrer que le coronavirus est sorti d'un laboratoire chinois ou ça vient d'un marché, la contamination par le pangolin ou par la chauve-souris. Ça, ce sont des hypothèses. Maintenant, il faut se donner, l'objectif pour nous, c'est de démontrer, enfin, peut-être, oui, que le corona revient de la Chine dans le laboratoire ou du marché. Et quand on se donne cet objectif, il faut maintenant se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Ok? Voilà pourquoi l'intérêt quand on fait l'analyse de données, il faut déterminer d'abord l'objectif recherché. Et c'est à travers la détermination de l'objectif qu'on se donne les moyens appropriés. On essaye de se donner les moyens appropriés, on décline les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Ok? Maintenant, après la détermination de l'objectif, vous avez la détermination de l'échantillon. L'échantillon. La réalisation d'un sondage s'effectue sur une partie de la population appelée échantillon. Donc l'échantillon, c'est une partie de la population. Mais la détermination de l'échantillon doit être calculée afin de fournir des informations et des résultats cohérents avec ceux qui seraient obtenus si toute la population était interrogée. Il faut donc d'abord définir la population mère pour être en mesure de déterminer un échantillon fiable et représentatif. D'accord. Alors, avant de déterminer l'échantillon, il faut d'abord déterminer la population mère. La population mère. Admettons que l'on veuille mener une enquête sur, on va dire, les jeunes filles mères. Dans la population mère au Gabon, puisqu'il faut circonscrire. Dans les jeunes filles mères, on veut mener une enquête sur les jeunes filles mères. Donc notre population mère concerne les jeunes filles mères au Gabon. Maintenant, on peut dire que comme à Libreville, la population est la plus élevée au Gabon, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, notre enquête, au lieu de l'étendre dans tout le Gabon, on peut l'étendre uniquement à Libreville. En le faisant, on a déterminé ce qu'on appelle
un échantillon. On peut aller un peu plus loin dans l'échantillon en disant, bon, voilà, notre échantillon, au lieu d'interroger toutes les filles mères, on va par exemple interroger 3000 filles mères. Voilà, en le faisant, on a déterminé l'échantillon. Qu'on pense en quantitatif, suivant la loi des grands nombres, étant donné que normalement les enquêtes, même quand vous verrez dans le Sphinx là, la plupart des enquêtes pour les simulations, c'est 300 individus interrogés. Les 300 individus interrogés là, voilà, constituera pour moi. Mais nous, on va prendre 3000 parce que ici, les enquêtes, l'analyse de données, généralement, quand c'est fiable, surtout pour les enquêtes, il faut utiliser des grands nombres. Donc, interroger beaucoup, enfin, un grand nombre de personnes, d'individus, pour ça, on va dire. Alors, on poursuit, c'est tout le problème de l'échantillonnage qui consiste à se poser plusieurs questions. Qui interroger? Combien de personnes? Quel échantillon retenir et comment le sélectionner? Échantillon répétitif ou non? Tirage aléatoire ou respect des quotas? Dans quelle mesure les résultats de cet échantillon seront-ils fiables et représenteront l'opinion de la population de base? Même si les contraintes budgétaires et techniques employées fournissent des éléments de réponse, la théorie des sondages nous apporte des enseignements précis fondés sur des hypothèses contraignantes concernant la sélection des échantillons. Néanmoins, le savoir-faire et l'expérience guident fortement pour déterminer l'échantillon à interroger. Alors, les différentes formes d'enquête. Bon, les différentes formes d'enquête, lorsque les objectifs de l'étude et l'échantillon à interroger sont fixés, il s'agit de définir les moyens mis en œuvre pour l'étude. Si on envisage que l'enquête sera la méthode d'observation et le recueil des informations, on doit alors opter pour une technique d'enquête. Or, celles-ci sont très diversifiées. Parmi les plus répandues, nous retrouvons l'enquête par voie postale, l'entretien téléphonique, l'enquête sur le web et l'enquête en face à face. Bon, le contexte du corona, normalement, nous contraint plus à réaliser une enquête, on va dire, si on avait les moyens, ça devait se faire dans le web, sur le web, parce que vous ne pouvez pas le faire en face à face. C'est pas possible, vous allez rencontrer plusieurs personnes physiquement avec le risque d'être contaminé. Parce que normalement, à la fin de ce cours, les années antérieures, nous avions deux évaluations. Une évaluation sur table qui portera sur un jeu de données. Vous avez déjà mis en ligne même le sujet de l'évaluation. Vous avez normalement dans ce sujet une conception à faire, c'est-à-dire on vous a donné des données, vous devez réaliser le questionnaire en rapport avec les variables qui sont présentes dans le tableau et ensuite saisir les réponses qui sont dans le tableau également. Et en le faisant, ensuite on vous pose des questions qui vous permettent de procéder à une analyse de données univariées, bivariées, multivariées. Et ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, vous devez utiliser le jeu de données qui s'installe avec le Sphinx. Parce que quand vous installez le Sphinx, il installe également un certain nombre d'enquêtes. Tourisme, hôpital, banque, etc. Il installe ces enquêtes-là avec le jeu de données. Et c'est l'évaluation, y compris même le TD. Vous devez vous servir de ces jeux de données-là pour pouvoir réaliser le TD et plus tard faire l'évaluation. Alors, ce qui nous amène au questionnaire. J'espère simplement que vous avez antérieurement, pour la plupart d'entre vous, fait le cours du Sphinx, le Sphinx proprement dit, parce que ici c'est le cours d'analyse de données qui est un peu différent du Sphinx. L'approche est un peu différente, j'espère. Bon, maintenant pour ceux qui n'ont jamais fait le Sphinx, c'est-à-dire à partir du questionnaire, bon, on sera obligé de le faire. Sinon, c'est pas l'objet du cours. C'est pas l'objet du cours. Alors, le questionnaire, puisqu'il faut bien recueillir de l'information, et c'est à partir du questionnaire qu'on pourrait recueillir l'information. On peut la recueillir autrement, il y a d'autres méthodes de recueil d'information. Mais nous, ici,
c'est le questionnaire. J'envisage même, je suis encore en train de réfléchir, hein, si peut-être que on pourrait vous donner peut-être des vidéos à analyser, mais je vais voir, je suis en train de réfléchir. Alors, le questionnaire est le seul lien dans l'enquête, dans les enquêtes par courrier ou par Internet entre l'enquêteur et la population interrogée. Dans le cas des entretiens téléphoniques ou en face à face, la communication entre l'interviewé et l'intervieweur passe par le dialogue. Et le questionnaire devient alors un guide d'entretien ou une grille d'observation où il est possible d'enregistrer des réponses. Le questionnaire est donc destiné à capter. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce que vaut mieux, comme la forme a changé, du coup, il est en ligne, on va aller à l'essentiel. Ensuite, on ira concevoir un questionnaire. Là, vous comprendrez bien. Bon, étant donné que vous n'aurez pas, par rapport aux les promotions antérieures, aller sur le terrain pour réaliser les questionnaires. Donc ici, vous n'aurez pas de questionnaire à réaliser. Donc, je ne vais pas insister sur le questionnaire. Par contre, à l'exercice, on va faire, puisque ça fait partie du TD, on va le faire ensemble. Alors, maintenant, venons au pré-test. Quand vous avez conçu votre, enfin, dans la forme ancienne, après avoir conçu votre questionnaire, vous allez sur le terrain l'administrer. Mais il faut savoir qu'avant d'administrer le questionnaire, il faut procéder à un pré-test. C'est quoi le pré-test? Le pré-test, c'est le test avant on va dire, l'enquête sur le terrain. Quel est l'intérêt du pré-test ici? C'est pour vous éviter de... D'abord, c'est un test sur un échantillon ultra réduit, c'est-à-dire sur l'échantillon déjà que vous avez. Vous êtes parti, on est parti par exemple, une population de filles mères estimée par exemple, on va dire à 6 000. Si nous décidons de prendre comme échantillon 600 personnes à interroger, ça veut dire que le pré-test, vous pouvez prendre par exemple 60 personnes à interroger. Et lorsque vous allez sur le terrain, vous allez voir la réaction de ces 60 personnes-là au moment où vous avez l'échange. C'est-à-dire, vous procédez là au moment où vous les interrogez. Et vous vous rendrez compte, vous pourrez vous rendre compte si votre questionnaire a été mal conçu, vous pourrez vous rendre compte que l'enquête, votre questionnaire a été, enfin, regorge encore quelques petites coquilles. Donc le pré-test là, c'est au terme de l'échange que vous pourrez avoir un feedback, dans ce sens que vous pourrez vous rendre compte qu'il y a des petites erreurs, les personnes interrogées ne comprennent pas bien le sens des questions, auquel cas vous allez remanier, revoir un tout petit peu, réaménager votre questionnaire. C'est pourquoi on dit la phase de conception d'un questionnaire s'achève en général par le test d'une enquête pilote qui permet de valider sur un nombre restreint de personnes les choix effectués dans le cadre de l'étude. Ce test permet de découvrir si le protocole d'étude est réaliste, si le contenu et la forme des questions sont adaptés. Sont adaptés aux objectifs de l'étude. C'est aussi souvent l'occasion de découvrir des erreurs grossières et des oublis, ou encore de vérifier la nécessité de chaque question posée et d'écarter éventuellement celles qui ne répondent pas directement aux objectifs de l'étude. Bon, donc pour le pré-test, je pense qu'on s'est compris. Le recueil de l'information. Bon, la prochaine étape, c'est le recueil de l'information, c'est-à-dire que vous allez sur le terrain, et vous allez recueillir l'information. Recueillir l'information, hein, d'accord? Et bon, vous n'irez pas sur le terrain. Vous savez que le contexte est mauvais avec le coronavirus. Donc, on ne va pas insister sur le recueil. Mais vous savez au moins que, de par... il n'y a pas besoin de faire pause. Vous savez au moins... Bon, pendant ce temps... Non, ne fais pas la pause. Pendant ce temps, tu fais défiler. Parce qu'il y a des étudiants qui sont là. Oui. Vous êtes étudiant? D'accord, ok. Vous allez me rendre... Ah oui, vous êtes étudiant, tout à fait, oui, là. Bon, asseyez-vous là. S'il y a d'autres qui viennent, vous demandez d'accord. J'arrive, vous êtes avec là.
c'est là, l'analyse de données. C'est bon, comme je suis en train de faire je ne peux pas vous avoir tous ici. Je suis en train de faire la vidéo sur votre cours. Comme ça, voilà. Donc, nous n'en faites pas, ça vous concerne. Alors, donc nous disions que après la phase de recueil de données qui se fait sur le terrain, la phase de recueil de données, voilà, elle se fait sur le terrain, mais vous n'irez pas sur le terrain. Vous n'aurez pas le temps de le faire, hein, puisqu'il y a le corona. Mais on peut vous donner, je peux vous donner, je suis encore en train de réfléchir sur la forme. Bon, déjà, vous avez un TD, un TD qui s'appuie sur des données qui ont déjà été recueillies, pré-recueillies, des données qui s'installent avec le Sphinx. Donc, la phase de recueil, vous ne la ferez plus, contrairement à vos prédécesseurs, des années antérieures qui allaient sur le terrain, administrer le questionnaire, etc. Vous ne faites pas ça, puisqu'il y a le corona. Mais voilà, on peut vous envoyer, on peut aussi vous donner à analyser des vidéos, hein. Mais ça, c'est encore je suis encore en train de réfléchir. Bon, après la phase de recueil, donc nous sommes partis, je vous rappelle, de la conception du questionnaire, du recueil de données sur le terrain. En fait, on procède au dépouillement. Le dépouillement, et en matière de dépouillement, on le dépouille, on va dire, c'est-à-dire on visualise les résultats de l'enquête et on le fait par étapes. On le fait d'abord de manière univariée, c'est-à-dire on observe les résultats variable par variable. Variable par variable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse univariée. Lorsqu'on a, en tenant compte des résultats les plus pertinents, hein, vous devez savoir que la pertinence des résultats, on va dire, elle est corrélée à l'objectif qu'on s'est fixé. Vous avez un objectif. Donc, quand vous dépouillez les résultats, vous devez garder à l'esprit l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est cette relation-là, hein, qui vous permettra d'avoir, on va dire, des travaux de qualité. Parce qu'à la fin, il va falloir bien trancher. Est-ce que nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes fixés? Parce que c'est ça le travail. Il ne faut pas mener une enquête et puis à la fin, on traverse toutes les étapes et puis à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas atteint l'objectif. Il faut atteindre l'objectif. Donc, après l'analyse univariée, on procède à une bivariée. L'analyse bivariée, c'est regarder les variables 2 par 2. Les regarder 2 par 2, ça veut dire quoi? On peut croiser l'âge avec le sexe. Voilà, c'est deux variables. Âge, c'est une variable. Sexe, une variable. On croise les deux et on regarde les résultats. C'est ça, on fait l'analyse bivariée. Maintenant, dans l'analyse bivariée, on va dire qu'il y a 3 types. Quand vous croisez une variable nominale avec une autre variable nominale, vous faites ce qu'on appelle un tricroisé. Pour la petite histoire, variable nominale, c'est des variables, on va dire, comment dire, sexe, féminin, masculin, c'est une variable nominale. Hein, à la différence, par exemple, du salaire, qui est une variable numérique, par exemple. Okay? Donc, lorsque vous croisez deux variables nominales, vous faites ce qu'on appelle un tricroisé. Si vous croisez une variable nominale avec une variable numérique, vous faites ce qu'on appelle un tableau de moyenne. Et enfin, lorsque vous croisez deux variables numériques, vous faites ce qu'on appelle de la corrélation. Donc, au niveau bivarié, il y a 3 types d'analyses à faire. En tout cas, à faire, possible. 3 types d'analyses possibles, suivant la nature des variables. Par nature, on n'entend pas nominal ou numérique. Ensuite, lorsque vous avez fait l'analyse bivariée, vous pouvez faire l'analyse multivariée. En multivariée, il y a un certain nombre de possibilités d'analyse. Vous pouvez faire l'analyse factorielle des correspondances multiples, lorsque les variables sont nominales. Vous pouvez faire l'analyse en composante principale, pour des variables échelle ou numériques. Vous pouvez faire la régression multiple, uniquement pour les variables numériques. Vous pouvez également faire un graphe de relation, lorsque les variables, indifféremment de la nature des variables, on peut faire un graphe de relation. Voilà un peu au niveau multivarié les possibilités qui s'offrent. Il y a même encore une dernière possibilité,
c'est le faire des tableaux multiples. Des tableaux multiples. Ça, vous avez dû, si vous avez lu le cours dans son intégralité, vous avez dû le constater vers la fin du cours, hein, en dernière page. Bon, maintenant, parce que c'est bien beau de procéder à l'analyse de données. Après, il faut rédiger un rapport. Rédiger un rapport. Et on essaie de vous rappeler ici comment présenter les résultats. C'est vrai que vers la fin du cours, on fait la même chose. Mais en début déjà, on a commencé par essayer de positionner le sujet dans son contexte. Alors, la présentation des résultats significatifs de l'enquête est parfois une tâche complexe. Il s'agit ici de résultats significatifs. Pas significatifs, c'est-à-dire en rapport avec l'objectif que vous devez atteindre. Parce que on peut, avec le SPHEN, quand vous avez fait une enquête, hein, vous pouvez remplir même 500 pages. Hein. Il ne s'agit pas de remplir 500 pages. Il s'agit de faire un rapport d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages, par exemple. Qui devra contenir uniquement les résultats significatifs, pas le superflu. Elle nécessite de prendre connaissance de l'analyse de données pour ne sélectionner que les plus caractéristiques et les plus synthétiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par résultat synthétique? Il faut comprendre ceci. Si vous décidez de faire un recueil d'informations sur la base d'un questionnaire, pour que le résultat soit synthétique, il faut privilégier des variables, on va dire, des variables fermées. Il faut qu'il y ait un plus grand nombre de variables fermées dans votre questionnaire. Par variable fermée, il faut comprendre des variables pour lesquelles vous allez proposer des modalités de réponse. Par exemple, le sexe, féminin, masculin, c'est fermé. C'est une variable fermée parce qu'on coche juste soit féminin, soit masculin. C'est ça qu'on fait avec une variable fermée. Donc, je disais, pour qu'une enquête, un questionnaire produise des résultats synthétiques à la fin, il faut qu'il y ait le maximum de variables fermées. 1. 2. Il faut également, dans la mesure du possible, parce que bon, on a analyse de données quantitative, on ne peut pas avoir tout en quantitatif, c'est même très rare. Mais il faut des variables quantitatives. Les variables quantitatives ont, comment dirais-je, ont cet avantage qu'elles vont vous produire des résultats mesurables. On peut les mesurer, ces résultats, grâce à des outils en univarié. On peut faire en univarié, en analyse univariée, on peut faire la moyenne, l'écart type, etc. En bivarié, on peut faire la régression simple, que vous avez certainement fait en cours de mathématiques, la régression simple. Et en multivarié, on peut faire la régression multiple. Et tout cela, c'est mesurable. Ce sont des chiffres, donc on peut mesurer. Il faut comprendre que la science de l'homme blanc est une science de la mesure. Hein? C'est une science de la mesure. Donc, quand on fait de l'analyse, ce que l'on veut comme résultat à la fin, c'est avoir des résultats on ne peut plus mesurables. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la science. Parce que si on produit des résultats dont qu'on ne peut pas mesurer, les scientifiques ont l'impression qu'on est en train de faire de la littérature. Et ça, c'est le côté un peu mauvais côté de cette affaire. Donc, les résultats retenus pour le rapport d'étude sont également ceux qui sont susceptibles de conduire aux prises de décision et aux actions. Il faut comprendre qu'on ne fait pas l'analyse de données pour faire l'analyse de données. C'est fondamentalement, on va dire, la vocation de l'analyse de données, c'est d'aider à la décision. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, si après avoir réalisé votre enquête, dépouillé, analysé tout ça, les résultats que vous aurez obtenus après votre enquête, si ces résultats ne permettent pas aux décideurs de prendre des décisions, ce que vous avez fait fausse route, vous avez échoué dans votre objectif. Vous avez échoué. Donc, la finalité, c'est aider à la décision. D'accord? Aider à la décision.
Il s'agit ensuite de les présenter dans un rapport d'étude qui, par sa mise en page, ses commentaires, ses graphiques, mettra en valeur des résultats significatifs. Dans cet objectif, le Sphinx propose des fonctions adaptées qui permettent de présenter un rapport organisé selon un plan de dépouillement, de synthétiser et résumer les résultats dans des tableaux construits à cet effet et complétés par des commentaires générés automatiquement par le Sphinx. Bon, voilà, donc il vous donnera les résultats, vous le constaterez que vous avez des résultats, enfin des tableaux. Et il vous suffira simplement de faire, chaque fois qu'apparaîtra un tableau ou un graphique, vous faites édition copier et vous allez dans Word, édition coller, c'est plus simple comme ça et votre rapport apparaîtra. Maintenant, vous aurez à insérer des commentaires, et vos analyses, après chaque graphique ou chaque tableau. Il faut bien procéder à l'analyse. Ok? Bon, je ne reviendrai pas sur les grandes étapes parce qu'on a déjà, c'est celle-là qu'on a abordée. Bon, on peut vous les rappeler puisque c'est écrit là, toute enquête d'opinion organisée autour de 3 stades: l'élaboration et la diffusion du questionnaire, la collecte des données, les traitements et l'analyse. Hein? Puis voilà, hein? Après cette étape de... Voilà, ça sont les 3 grandes étapes: élaboration du questionnaire, diffusion, collecte de données sur le terrain et traitement analyse. Ce sont les 3 grandes étapes dans une étude. Ok? Maintenant, après le détail, vous pourrez toujours lire. Vous pourrez toujours lire. On va les rappeler après. Bon, alors, le questionnaire. Bon, c'est ici, c'est à cette étape-là qu'on va rédiger le questionnaire. C'est pour... Et nous allons ensemble commencer par... c'est plus pratique. Nous allons d'abord installer le Sphinx. Ensuite, on va revenir. Alors, l'installation du Sphinx. Pour peu que vous ayez... On vous ait donné le dossier qui contient le logiciel, vous le mettez sur le bureau et vous installez. Vous cliquez sur le dossier Sphinx ME, ensuite installe. Vous dites oui, vous laissez passer. Vous cliquez sur installation. Vous cochez ici la deuxième option, vous avez une clé d'installation. OK? Et la clé se trouve dans le dossier. Il y a un dossier qui s'appelle, il y a un fichier qui s'appelle clé, lequel fichier est dans le dossier que je vous ai remis qui contient le Sphinx. Alors, vous copiez name là, CTRL C, ensuite vous venez coller ici, naturellement vous faites continuer pour qu'il vous donne et ici vous collez la première zone. Maintenant la clé vous la copiez également dans le dossier clé, CTRL C, et vous venez la coller, sauf si vous la notez manuellement par écrit et puis ensuite vous la rentrez, hein. Bon, pour faire vite, moi je fais ce qui a récupéré. Alors ensuite vous faites encore continuer, vous faites installer et le logiciel s'installe. Ça va s'installer, vous faites installation. Hein, ce sont les différentes étapes sur l'installation, dans l'installation. Comme ça, au moins, avec la vidéo, vous allez l'installer. Installer le document, la documentation, vous dites oui, pour qu'il installe toute la documentation relative au Sphinx. Tout ça s'installe correctement. Voilà. L'installation vient de se terminer avec succès. Vous faites OK. Vous fermez tout. Hein. Vous fermez tout ce qui est à fermer. Hein. Le Sphinx s'est installé avec succès. Bon. Nous avons pour les besoins du cours, il faut que nous créions le TD. Il y a un TD là-bas. Et je crois que le TD c'est pour aujourd'hui. C'est le cours d'aujourd'hui. Nous allons faire le TD ensemble. Alors,
Lorsque vous rentrerez dans le swing tout à l'heure, vous verrez cette fenêtre. Ici, il y a le libellé de la question. Ici, il y a la variable. La variable n'est que, on va dire, l'objet du questionnement. Si par exemple la question c'est quel est votre âge, ben, la variable ce sera âge. Ok? Vous avez les différentes modalités de réponse. Ici, vous avez les différents types de variables. Variable fermée unique. Fermée unique, c'est par exemple type sexe. Soit c'est masculin, soit c'est féminin. Donc, vous ne cochez qu'une seule réponse. Fermée multiple, c'est une variable où vous pouvez fermer, mais vous pouvez cocher plusieurs réponses. Fermée échelle, de toute façon, on va les voir tout à l'heure, puisque lorsqu'on va dérouler l'enquête, nous aurons ces différentes variables. Bon, vous avez par exemple cette enquête-là. C'est celle-là qui va nous permettre, c'est dans le support de cours, hein, de réaliser le petit TD. Ouais, par exemple, la première question, elle est fermée. Dit fermée unique. Quelle est la marque de votre voiture? Vous ne devez cocher qu'une seule réponse. Ok? Soit Renault, soit Peugeot. Ensuite, vous avez la deuxième question. Elle est dite fermée multiple. Fermée multiple, il faut comprendre qu'on peut cocher plus d'une variable. Ok? Ensuite, vous avez les fermées multiples à réponse ordonnée. On peut cocher plusieurs réponses, mais en suivant, comment dirais-je, en cochant, on va dire, la réponse principale. Comme si on vous demande trois principales réponses, vous allez cocher la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Donc il y a un ordre. C'est pourquoi on parle de réponse ordonnée. Après les